Le cri résonna dans les couloirs de pierre du palais du Louvre par une nuit glaciale de janvier 1393, un son qui ne semblait pas émaner d'une gorge humaine, mais de quelque chose de plus profond, plus primitif, quelque chose qui s'était brisé irrémédiablement dans l'âme d'un homme qui avait jadis été appelé roi. Les gardes hésitèrent devant la porte fermée à clé des appartements royaux, leurs visages pâles à la lueur vacillante des torches, sachant qu'à l'autre bout reposait non plus Charles VI de France le bien-aimé, mais une créature méconnaissable qui mastiquait méthodiquement des morceaux de sa propre chair, les yeux vitreux fixés sur un point inexistant de l'infini. Il y a 15 ans, en 1380, lorsque Charles avait accédé au trône à l'âge de 12 ans, Paris bouillonnait d'espoir et de faste cérémoniel. Le jeune monarque possédait une beauté presque angélique qui poussait les dames de la cour à murmurer des prières de gratitude et les nobles à s'incliner avec une révérence sincère. Ses cheveux dorés tombaient en vagues parfaites sur ses épaules, encadrant un visage aux traits délicats qui semblait sculpté par un artisan divin. Ses yeux bleus brillaient d'une intelligence précoce qui promettait une ère de gloire pour la France, encore saignée par les plaies de la guerre de 100 ans. Ses mains, longues et aristocratiques, tenaient le sceptre royal avec une fermeté déconcertante compte tenu de son jeune âge, et lorsqu'il parlait, sa voix cristalline résonnait dans les salles du palais avec l'autorité naturelle de celui qui était né pour commander. La cour française de la décennie 1380 était un univers de luxe, presque obscène, où l'or coulait comme de l'eau et où les banquets duraient des nuits entières sous la lumière de 1000 cierges en cire d'abeille. Charles se mouvait dans ce monde avec la grâce innée d'un cygne. Sa présence magnétisait tous les regards. Il portait des vêtements de velours brodés de fils d'argent. Ses bottes de cuir souple frôlaient à peine le sol de marbre lorsqu'il se promenait dans les appartements royaux. Le roi adolescent adorait les arts, patronnant des poètes et des musiciens qui composaient des ballades sur sa magnificence, et sa bibliothèque personnelle s'enrichissait chaque jour de manuscrits enluminés coûtant des fortunes. Durant les premières années de son règne, Charles semblait l'incarnation même de la monarchie française à son apogée. Jeune, beau, intelligent et choyé par le peuple qui le considérait comme un don des cieux. Mais il y avait quelque chose dans le regard de Charles, même en ses jours dorés, qui perturbait les observateurs les plus attentifs. Le médecin royal, maître Guillaume d'Arcigny, un homme à la barbe grisonnante et aux mains tremblantes qui avait servi 3 rois, notait dans son journal intime des observations inquiétantes sur les épisodes de mélancolie profonde qui accablaient le jeune monarque. Sa Majesté demeure des heures à fixer le vide, écrivait-il de sa petite écriture nerveuse, comme s'il contemplait des horreurs invisibles aux autres mortels. Parfois, ses mains tremblent sans cause apparente, et une sueur froide baigne son front même lors de journées clémentes. Ces annotations, découvertes des siècles plus tard parmi des parchemins poussiéreux, révélaient les premiers signes d'une maladie qui consumerait lentement l'esprit du roi comme une flamme dévorant un vieux parchemin. La première grande crise survint en août 1392 lors d'une expédition militaire contre le duc de Bretagne. La journée était étouffante, l'air épais comme du sirop, lorsque Charles, alors âgé de 24 ans, chevauchait en tête de son armée à travers la forêt de Le Mans. Le tintement des armures et le hennissement des chevaux créaient une symphonie martiale qui résonnait entre les arbres centenaires. Soudain, sans avertissement, un page fit tomber une lance qui se heurta bruyamment contre une pierre. Le bruit métallique déchira l'air comme une lame et quelque chose se brisa irrémédiablement dans l'esprit du roi. Charles dégaina, son épée d'un mouvement sauvage, ses yeux bleus devenant vitreux et vides, comme si un rideau s'était abattu sur son âme. Il se mit à attaquer ses propres hommes avec une fureur bestiale, hurlant qu'ils étaient des traîtres envoyés pour l'assassiner. Sa voix, autrefois mélodieuse, s'était muée en un grognement guttural qui ne ressemblait pas à un son humain. Le duc de Bourgogne, son oncle, dut ordonner aux soldats de le maîtriser et de l'attacher comme une bête sauvage. Pendant 4 jours,
Charles demeura dans un état d'inconscience fiévreuse, son corps se tordant de spasmes violents tandis qu'il délirait à propos d'ennemis invisibles et de démons qui le pourchassaient. Lorsqu'il se réveilla enfin, il ne se souvenait de rien. Ses yeux retrouvèrent momentanément l'ancienne lucidité, mais quelque chose s'était perdu à jamais, une innocence, un lien avec la réalité qui ne serait jamais complètement rétabli. Les courtisans remarquèrent un changement subtil dans son expression, comme s'il entendait constamment des voix que personne d'autre ne percevait. Ses mains développèrent un tremblement presque imperceptible, et parfois il interrompait une conversation pour fixer d'un regard intense un point vide dans l'air. À partir de ce moment, les épisodes de folie commencèrent à s'intensifier avec une régularité terrifiante. Au début, ils survenaient seulement quelques fois par an, mais peu à peu, ils devinrent plus fréquents et plus ravageurs. Durant ces crises, Charles ne reconnaissait pas sa propre épouse, la reine Isabeau de Bavière, une femme d'une beauté exubérante et d'un tempérament fort qui s'était mariée avec lui par amour véritable. Elle en vint à redouter ces épisodes d'une terreur viscérale, car pendant ceux-ci, le roi la traitait de sorcière et de démon, l'accusant de l'avoir empoisonnée avec des potions maléfiques. Les médecins de la cour, érudits, diplômés des meilleures universités d'Europe, tentaient désespérément de comprendre et de guérir l'affliction qui consumait leur souverain. Ils le saignaient à l'aide de sangsues jusqu'à ce que sa peau devienne aussi pâle que du parchemin, appliquaient des cataplasmes d'herbes exotiques sur son crâne, le forçaient à ingurgiter des potions répugnantes préparées avec de la poudre de licorne et des larmes de vierge. Rien ne fonctionnait. La folie semblait avoir des racines trop profondes, se nourrissant d'une source obscure que les connaissances de l'époque ne pouvaient atteindre. Durant les moments de lucidité de plus en plus rares et brefs, Charles faisait preuve d'une inconscience poignante de son état. Dans une lettre dictée à son secrétaire particulier en 1394, il écrivit avec une éloquence touchante « Je sens ma raison glisser entre mes doigts comme du sable fin, et je ne peux rien faire pour l'arrêter. Parfois, je me réveille sans savoir qui je suis, où je suis, ou pourquoi tous me regardent avec cette terreur dans les yeux. Dieu m'a abandonné, ou bien c'est moi qui l'ai abandonné. Je ne sais plus distinguer l'un de l'autre. » Ces mots, conservés dans les archives secrètes du Vatican, révèlent le supplice psychologique que le roi endurait lors des rares instants où il possédait encore une clarté mentale suffisante pour appréhender sa déchéance. La cour française, jadis modèle d'élégance et de sophistication pour toute l'Europe, se transforma peu à peu en une atmosphère de suspense et d'horreur. Les nobles parcouraient les couloirs en silence, chuchotant entre eux à propos des derniers épisodes du roi. Les festivités devinrent rares et lugubres, interrompues dès qu'arrivaient les nouvelles d'une nouvelle crise. Les ambassadeurs étrangers rapportaient à leurs souverains des descriptions troublantes de l'état mental de Charles, et la France commença à être perçue par les autres royaumes comme une nation gouvernée par la folie. Le plus perturbant étaient les récits concernant le comportement du roi lors des crises les plus sévères. Selon les témoins, il passait des journées entières à converser avec des personnes invisibles, gesticuler violemment et répondre à des questions que personne n'avait posées. Parfois, il refusait de manger quoi que ce soit, convaincu que tout était empoisonné, et il maigrissait à vue d'œil jusqu'à ce que ses os apparaissent sous sa peau tendue. À d'autres occasions, il dévorait de grandes quantités de nourriture à main nue, tel un sauvage, léchant les assiettes et grognant contre quiconque s'approchait. Mais c'est en 1395 que se produisit l'incident qui serait murmuré dans les couloirs pendant des générations. Au cours de l'un des épisodes les plus violents de sa maladie, Charles fut découvert dans ses appartements privés dans une scène qui traumatisa à jamais tous ceux qui étaient présents. Il s'était arraché des lambeaux de peau de ses propres bras et jambes avec ses ongles, qui avaient poussé compulsivement jusqu'à devenir aussi longs que des griffes. L'odeur du sang coagulé emplissait l'air, mêlée à l'âcreté de la sueur et de l'urine.
Mais ce qui était le plus horrifique, c'était qu'il avait mis certains de ces morceaux de chair dans sa bouche, les mastiquant méthodiquement, tout en fixant un point sur le mur où, selon ses dires, se trouvait un miroir qui révélait sa véritable forme démoniaque. Le médecin royal, qui arriva le premier dans la chambre, vomit instantanément en voyant la scène. Dans son journal, il écrivit d'une main tremblante: « Jamais je n'aurais imaginé que l'esprit humain puisse se briser de manière aussi complète. Sa Majesté non seulement s'était infligé des blessures sur son propre corps, mais consommait sa propre chair, comme s'il s'agissait d'un festin. Ses yeux ne montraient aucun signe de douleur ou d'horreur, seulement une faim terrible qui semblait provenir d'un abîme insondable de son âme. » Ce récit, découvert seulement au XIXe siècle, devint l'un des documents les plus perturbants de l'histoire médiévale française. À partir de cet incident, Charles fut placé sous une surveillance constante, mais les épisodes d'automutilation et d'anthropophagie continuèrent sporadiquement. Les gardes racontaient que lors de certaines nuits de nouvelle lune, ils pouvaient l'entendre mâchouiller quelque chose dans ses appartements. Et le matin, il découvrait de petites plaies ouvertes sur ses bras et ses jambes, certaines manifestement causées par des dents humaines. Le roi semblait avoir développé une obsession morbide pour son propre corps, examinant constamment sa peau et murmurant qu'elle ne lui appartenait pas vraiment, qu'elle avait été cousue sur sa véritable forme par des démons pendant son sommeil. La reine Isabeau, d'abord dévouée à son mari, commença à vivre dans un état de terreur permanent. Elle confia à son confesseur, le père Antoine de Rieux, que Charles la réveillait fréquemment au milieu de la nuit, murmurant qu'il pouvait ressentir le goût de son âme dans sa bouche, et qu'il devait cracher des morceaux de lui-même pour ne pas se contaminer entièrement. « Il me regarde comme si j'étais responsable de sa malédiction », écrivit-elle dans une lettre à sa sœur en Bavière, « et parfois je pense que peut-être je le suis. Peut-être que mon amour pour lui a, d'une façon ou d'une autre, attiré ce malheur divin sur nos têtes. » Les années suivantes virent une détérioration accélérée, non seulement de l'esprit de Charles, mais aussi de son corps. L'automutilation constante avait laissé sa peau couverte de cicatrices et de plaies qui ne cicatrisaient jamais complètement. Son poids chuta drastiquement, le transformant en une silhouette squelettique qui rappelait à peine le jeune souverain, majestueux d'autrefois. Ses cheveux, autrefois dorés et soyeux, devinrent ternes et cassants, tombant en mèches qu'il s'arrachait compulsivement durant les crises les plus aiguës. Ses ongles, lorsqu'ils n'étaient pas coupés de force par les serviteurs, poussaient en spirales grotesques qu'il utilisait pour s'ouvrir de nouvelles plaies sur la peau. Le plus perturbant était la transformation de sa voix. Dans de rares moments de lucidité, elle sonnait faible et rauque, comme s'il avait hurlé pendant des jours. Mais pendant les crises, elle devenait quelque chose d'inhumain. Parfois, un chuchotement sifflant qui glaçait le sang des auditeurs. D'autres fois, un rugissement bestial qui résonnait dans les couloirs du palais, tel le cri d'une bête blessée. Les domestiques racontaient que certaines nuits, ils pouvaient l'entendre converser dans des langues que personne ne reconnaissait, comme s'il négociait avec des entités d'autres mondes. Pendant ce temps, la France sombrait dans le chaos. Avec le roi hors d'état, les nobles les plus puissants se disputaient violemment le contrôle du royaume. Le duc de Bourgogne et le duc d'Orléans menaient une guerre civile officieuse, chacun prétendant agir au nom du monarque dément. Les campagnes militaires contre l'Angleterre furent abandonnées, les impôts ne furent plus collectés efficacement, et des révoltes paysannes éclatèrent dans tout le territoire. C'était comme si la folie de Charles s'était répandue telle une peste, infectant tout le corps politique de la nation. En 1404, lors de l'un des épisodes les plus longs de sa maladie, qui dura presque 6 mois, Charles développa une nouvelle obsession terrifiante. Il se mit à croire qu'il était fait de verre et que tout mouvement brusque le ferait se briser en 1000 fragments. Il restait immobile pendant des heures, ne respirant presque plus, les yeux écarquillés de terreur. Lorsque les serviteurs essayaient de le nourrir ou de nettoyer ses plaies,
Il hurlait, qu'il fissurait sa surface vitrée, qu'il pouvait entendre le son de sa propre fragilité se désagréger. Durant cette période, il refusa complètement de manger, convaincu que la nourriture allait heurter ses parois internes de verre et le tuer. C'est à cette époque qu'eut lieu l'incident final, le plus horrifique de tous. Par une nuit d'hiver de 1405, les gardes entendirent un son qu'ils n'oublieraient jamais, pas exactement un cri, mais quelque chose entre un gémissement de douleur et un rugissement de plaisir. Lorsqu'ils parvinrent enfin à enfoncer la porte des appartements royaux, ils trouvèrent Charles assis au milieu de la pièce, entouré de petites mares de sang. Il avait réussi, avec une patience maniaque, à ronger entièrement la chair de 2 doigts de sa main gauche, ne laissant que les os exposés et luisants. Sa bouche était tachée de sang, et il mastiquait lentement les derniers morceaux de chair, les yeux fixés dans un extase terrible. « Je peux sentir l'intérieur », murmurait-il sans cesse. « Je peux enfin sentir l'intérieur. » Sa voix était presque inaudible, mais empreinte d'une satisfaction dérangeante qui fit vomir plusieurs gardes sur place. Le médecin royal, déjà brisé par des décennies d'horreur qu'il avait contemplées, se contenta de s'agenouiller et de pleurer, incapable d'appréhender l'ampleur de la dévastation humaine devant ses yeux. Ce fut le dernier grand épisode documenté d'automutilation et de cannibalisme de Charles. Dans les années suivantes, il entra dans une sorte de stupeur permanente, manifestant rarement la moindre conscience du monde qui l'entourait. Son esprit, apparemment, s'était complètement retiré de la réalité, ne laissant qu'un corps fragile et meurtri qui continuait de respirer plus par habitude que par volonté de vivre. Les crises violentes cessèrent, mais furent remplacées par une quiétude encore plus troublante. Il restait assis pendant des jours entiers à fixer un point lointain, bougeant parfois les lèvres comme s'il récitait des prières en silence. La cour s'adapta peu à peu à gouverner autour du fantôme de son roi. Charles demeura officiellement sur le trône jusqu'à sa mort en 1422, mais sa présence n'était plus que symbolique, un rappel constant de la fragilité de l'esprit humain et de l'arbitraire du pouvoir divin. Les nobles qui obtinrent audience auprès de lui racontaient que c'était comme s'entretenir avec une statue de cire qui respirait et clignait parfois des paupières, mais ne montrait aucune compréhension des paroles qu'on lui adressait. Dans ses dernières années de vie, Charles devint une figure presque mythique de terreur et de pitié. Les récits de son cannibalisme se répandirent à travers toute l'Europe, chacun plus exagéré que le précédent. Certains racontaient qu'il avait dévoré des parties de sa propre langue, d'autres qu'il avait rongé ses lèvres jusqu'à ne laisser que l'os apparent. Les ambassadeurs en visite demandaient expressément à ne pas être conduits dans les appartements royaux, craignant que la vue du roi fou ne leur cause des cauchemars éternels. La reine Isabeau, qui était restée aux côtés de son époux pendant près de 2 décennies d'horreur, céda finalement à la pression psychologique. Dans ces dernières années, elle-même montra des signes d'instabilité mentale, se parlant à elle-même et faisant preuve d'épisodes de paranoïa aiguë. Certains historiens suggèrent que la cohabitation prolongée avec la folie de Charles avait, d'une manière ou d'une autre, infecté sa propre psyché, comme si la démence était contagieuse par proximité émotionnelle. Lorsque Charles mourut enfin en octobre 1422, à l'âge de 53 ans, son corps était méconnaissable, défiguré par des décennies d'automutilation. Ses mains, en particulier, étaient une masse de cicatrices et de déformations où des doigts avaient été partiellement dévorés, puis mal guéris. Son visage, autrefois angélique, était émacié et prématurément vieilli, parcouru de rides profondes qui semblaient avoir été creusées par une douleur constante. Ses yeux, lorsqu'ils se fermèrent pour toujours, conservaient encore une expression de terreur qui fit bénir à plusieurs reprises les embaumeurs. Les funérailles de Charles furent une cérémonie étrange et perturbante. Bien que toute la pompe royale fût observée, une atmosphère de soulagement à peine dissimulée régnait parmi les personnes présentes. La France s'était enfin libérée de son roi dément,
Mais le traumatisme collectif de presque 3 décennies de folie royale avait laissé des cicatrices profondes dans la psyché nationale. Pendant des générations, le nom de Charles serait murmuré comme un avertissement concernant les dangers d'une ambition démesurée et la fragilité de la condition humaine. Les documents médicaux relatifs au cas de Charles, préservés dans les archives du Vatican et de plusieurs universités européennes, continuent de fasciner les psychiatres modernes. Leur description détaillée des épisodes d'automutilation, de dysmorphie corporelle et de psychose persistante offrent un rare aperçu de la maladie mentale dans sa forme la plus extrême et destructrice. Certains spécialistes d'aujourd'hui suggèrent que Charles aurait pu souffrir d'une combinaison de schizophrénie, de troubles bipolaires et du syndrome de Cotard, une affection rare dans laquelle le patient croit être mort ou que certaines parties de son corps n'existent pas. Mais au-delà des explications cliniques, l'histoire de Charles VI reste l'un des récits les plus troublants sur l'isolement absolu de la folie. Dans un monde dépourvu de compréhension psychiatrique moderne, sans médicaments efficaces, ni thérapie appropriée, il fut abandonné à naviguer seul dans les territoires les plus sombres de l'esprit humain. Son automutilation et son cannibalisme peuvent être vus non seulement comme des symptômes de maladie mentale, mais comme des tentatives désespérées d'exercer un contrôle sur un corps et une réalité devenue complètement étrangère pour lui. La tragédie de Charles VI transcende son individualité pour devenir un symbole universel des limites de la compréhension humaine et de la vulnérabilité fondamentale de notre santé mentale. Il fut un homme qui s'est littéralement consumé, dévorant non seulement sa propre chair, mais aussi son identité, son humanité et sa connexion au monde des vivants. Son histoire sert de rappel sombre qu'au-delà de la façade de civilisation et de pouvoir, chacun de nous porte en soi la capacité d'un absolu horrifique, non seulement envers les autres, mais envers soi-même. Dans ses cellules cérébrales, détruites, Charles avait trouvé un enfer particulier, où il était à la fois le tortionnaire et la victime, le prédateur et la proie. Dans cet univers intérieur de douleur et de confusion, consommer sa propre chair représentait peut-être la seule forme de connexion authentique qu'il réussissait encore à établir, une communion terrible avec lui-même qui transcendait les barrières imposées par sa maladie mentale. C'était, selon sa logique déformée, un acte d'amour-propre poussé à l'extrême le plus grotesque.